Dimanche 13 mars 2022. Merci d'être à l'écoute de l'air du temps qui reçoit aujourd'hui Abdoul Aziz Gueye, analyste politique, ingénieur polytechnicien, et Serigne Mansour Tal, qui est aujourd'hui enseignant-chercheur à l'École supérieure de l'urbanisme et d'aménagement et d'architecture de l'Université Amadou Matarbo. Merci, messieurs, d'avoir accepté notre invitation. Depuis quelques jours, le Sénégal est en train de regarder ce qui se passe en Russie, la guerre. Le président lui-même a fait une sortie en disant que les prix risquent de flamber. Le Sénégal est dépendant de son blé par rapport à la Russie et à l'Ukraine. Les prix augmentent à travers le monde. Le prix du baril de pétrole est passé jusqu'à $160. La tonne de blé est passée à $650. Tout le monde redoute une montée des prix à travers le monde qui va se répercuter sur le panier de la ménagère ici au Sénégal. Abdoulaziz Gueye, est-ce que le Sénégal a anticipé par rapport à ces fluctuations qui peuvent être dangereuses pour la stabilité du pays? Bonjour Alsan Samba, bonjour Semo Serigne. J'en profite d'ailleurs pour Ziar, je ne sais pas comment vous dites ça en français, comme c'est aujourd'hui la Ziar générale. Oui. Mes condisciples sont à Tchaon et je les encourage et je les prie de nous honorer de leur prière. Pour votre question, bon, évidemment, la réponse est assez triviale. Le Sénégal n'a anticipé sur rien. Bon, c'est un peu difficile de parler comme ça de but en blanc, mais force est de reconnaître que déjà, quand il y a eu la pandémie Covid-19, on s'est rendu compte que les économies comme les nôtres sont extrêmement exposées. C'est vrai que le monde se mondialise, les transactions se généralisent à travers le monde, mais il m'est d'avis que depuis les indépendances, il y a quand même un certain nombre de choses qui auraient pu être faites. On peut remonter le cours de l'histoire, de l'aménagement du fleuve et tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, juste un chiffre, nous avons 240 000 hectares irrigables sur le fleuve, on en occupe bon an mal an 40 000, 50 000. Et toute l'eau qui dépasse le barrage de Diamant finit en mer. On peut continuer avec l'aménagement des vallées fossiles. Il y a eu un certain nombre d'idées, mais j'ai l'impression qu'au Sénégal, nous sommes spécialistes des concepts, des slogans, du verbe. Nous sommes contents quand nous avons fini de déclamer une politique de Sénégal émergent, de PRACAS pour accélérer la croissance agricole, etc. Déjà en 2014, il y a eu un choc avec l'annexion de la Crimée et il y a eu un choc sur les marchés. En Wolof, on dit Djunju doy na borom xel. Gérer, c'est prévoir. Si maintenant, gérer, c'est comme mes parents sérères le font jusqu'au prochain hivernage, en ayant une période de soudure extrêmement difficile, bon, ce n'est pas la peine d'avoir un certain nombre de sommités comme Serigne Mansour au niveau de ce pays. Il nous faut, à un moment donné, bon, chez nous, les Lébous, on parle de ndep. Peut-être que c'est ce qu'il nous faudra pour arriver à nous poser les bonnes questions, à poser les équations. On ne peut pas, en 2022, être aussi sensible à ces chocs exogènes. Sur tous les éléments économiques, nous sommes, nous sommes nus. Quand un roi est nu, mais il ne peut pas avoir la considération de ces sujets. Il y a une réflexion à mener, il y a un certain nombre de choses sur ces sujets, que ce soit sur l'indépendance énergétique, sur le mix énergétique, sur l'indépendance, la souveraineté alimentaire, sur des questions aussi sensibles, on en reste au slogan. À aucun moment, on ne peut pointer du doigt une réalisation qui va dans le sens de satisfaire les besoins de base des populations. Mansour, aujourd'hui, est-ce qu'il faut une autonomie stratégique pour l'Afrique et pour le Sénégal? Oui, bonjour Hassan, bonjour Abdoulaziz. Je suis content de revenir à l'ère du temps. Le bienvenu. Et de discuter de questions aussi importantes que, comme l'a souligné Aziz, la souveraineté alimentaire. Nous ne devons pas nous engager dans le vocabulaire ambiant. Ce n'est pas une question d'autosuffisance, c'est une question de souveraineté. Vous avez pointé du doigt là où on doit aller. Et justement, malheureusement, nos politiques agricoles, s'il y en a, parce que nous passons parfois du coq à l'âne, ne posent pas la question de la souveraineté alimentaire comme un postulat à atteindre à tout prix. Et aucun pays, nous l'avons vu, on nous avait dit que la Russie était un pays en lambeaux, mais on a vu quand même que c'est un pays qui a sa souveraineté alimentaire, qui peut se préparer pour mener des opérations aussi risquées que l'invasion de l'Ukraine. Parce qu'ils se sont préparés. Nous n'avons aucun moyen.
Et vous avez raison, Alsan, aujourd'hui on doit penser l'Afrique. Et ce n'est pas seulement l'Afrique au sud du Sahara. On a vu que cette crise va toucher plus l'Afrique du Nord que l'Afrique au sud du Sahara. Nous devons penser l'Afrique comme un bloc qui va être en face des autres blocs qui sont en train de se constituer. Parce qu'on ne se voile pas la face. Poutine rêve d'un empire russe, c'est clair. Et il va se donner les moyens pour l'avoir. Et une fois qu'il fait la connexion avec la Chine, le monde va être encore bipolarisé et l'Afrique sera laissée en rade. Plus que jamais, nous avons aujourd'hui l'impératif de garantir notre souveraineté alimentaire. Avant autre chose, avant d'aller vers l'employabilité des jeunes. La souveraineté alimentaire, c'est la première chose que nous devons faire et il est facile de le faire. Nous sommes dans un continent où il n'y a pas de gel. Ce n'est pas une question d'autosuffisance. Aujourd'hui, au Sénégal, en Afrique au sud du Sahara, il y a des possibilités. Abdou Aziz est revenu sur les 240 000 hectares que nous avons et que nous n'exploitons même pas pour le quart, sans compter maintenant le riz dans les zones comme le bassin de l'Anambé, etc. Même des populations sont en avance sur nous. Vous voyez aujourd'hui que le niébé est devenu rare. Dès la récolte, le prix passe à 600, 700 parce qu'il y a un débouché urbain pour le niébé. Ce que les Anglais appellent le food processing. Les gens aujourd'hui, sans pour autant qu'on ait modernisé même l'aliment niébé, c'est devenu un petit déjeuner pour beaucoup de personnes des banlieues, parce que ça peut permettre de caler le ventre pour une bonne partie de la journée. Là, mes parents sérères le savent. Donc, il faut qu'on aille vers une souveraineté alimentaire. Pourquoi on n'a pas modernisé cette filière? Il n'y a que les nématodes qui empêchent les haricots. On devait faire quelque chose. Aujourd'hui, dès qu'on récolte, moi, je me rappelle, quand j'étais étudiant, le niébé à la récolte coûtait 15 francs le kilo à Kébémer. Aujourd'hui, à la récolte, il est à 600 francs. Actuellement, il est à 800 francs. Il faut qu'on développe notre souveraineté alimentaire. Ce n'est pas de dire, oui, nous avons arrêté de consommer le riz. Non, produisons le riz, nous pouvons en vendre. Le Cap-Vert est là à côté, ils vont importer le riz ailleurs. C'est un marché tout à fait valable, même s'il n'y a pas beaucoup de monde, les gens sont relativement solvables. La souveraineté alimentaire est un impératif. Malheureusement, je ne le vois pas dans le débat. Dans le débat politique, on ne voit pas les gens poser des problématiques aussi importantes. Même à la campagne électorale, malheureusement, nous n'avons jamais de face-à-face entre les candidats, mais personne ne nous dit ce qu'il veut faire de notre agriculture. Est-ce qu'on va continuer à cultiver l'arachide en disant oui, les semences sont là, etc. Et nous le savons, depuis quelque temps, on ne récolte presque plus d'arachide, on récolte plutôt le foin. Il n'y a plus rien dans les graines. Exact. Et nous importons de l'huile. Et d'ailleurs, cette huile va se poser, parce que l'essentiel du tournesol et de toutes les huiles végétales dont on ne sait même pas la teneur, parce que nous, on est des consommateurs, venaient principalement des pays de l'Est. Et la marche de Poutine, ce ne sera pas seulement l'Ukraine. S'il arrive à réussir, ce n'est pas encore garanti. Il va reconstituer l'Empire russe et va contrôler un bloc économique tout à fait puissant. Et si l'Afrique ne fait rien, nous serons en rade. Même les pays d'Afrique du Nord ne sont plus à l'abri. Il faut qu'on y travaille. Je pense que vous pointez du doigt une question essentielle qui est aussi, sinon plus importante que la question sécuritaire, c'est la question de la souveraineté alimentaire. Il n'y a pas de sécurité alimentaire sans souveraineté alimentaire. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on doit réfléchir, les Africains doivent réfléchir déjà à ce qui se passe, comment se positionner par rapport à cette crise et surtout, comment tirer bénéfice de cette crise? Vous pointez, quand vous parlez des Africains, je vais parler peut-être du couple sénégalo-malien. Nous voyons tous ce qui se passe. Nous sommes entraînés dans des sanctions de la CEDEAO, dans un certain nombre de choses, alors que le Mali et le Sénégal, au-delà des discussions politiques, il a le droit de faire laissons tomber ça. Ce continuum économique qui existe depuis des centaines et des centaines d'années. C'est près de 600 milliards. Et aujourd'hui, on se coupe d'une partie du grenier de l'Afrique de l'Ouest. Je pense que les politiques ont vraiment un besoin de retourner à l'école. Cette crise va montrer nos limites en tant qu'État issu de je ne sais plus le traité, comment il s'appelle, la colonisation, qui a découpé nos États avec un fonctionnaire français et un fonctionnaire de Berlin. Voilà, qui ont négocié les tracés des frontières à la règle.
Et aujourd'hui, on est là, on n'est même pas dans le match pour la mondialisation, on est spectateur, on est assis en tribune et on est en train de compter les points entre un tel et un tel. Alors que c'est quand même ahurissant si on regarde le potentiel agricole que nous avons. Sénégal, Mali. Peut-être que le reste, on peut encore épiloguer. Peut-être que Maroc, Mauritanie, Maroc, etc., c'est un peu difficile à comprendre. Mais tous les Sénégalais comprennent le lien qu'il y a entre nous et les Maliens. Et qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça? Personne, en tout cas, moi, je n'ai jamais entendu des hommes politiques de la trempe du chef de l'État ou ailleurs poser ces vraies questions. Comment nous pouvons assurer le développement économique et social de nos populations? Il n'y a pas 36 000 voix. Si nous avions le nucléaire, ça se saurait. Si nous étions une puissance, je ne sais pas trop quoi, la maritime, ça se saurait. Et peut-être du temps de Bakary II. Mais maintenant, nous devons assurer la souveraineté et la sécurité alimentaire de nos populations. Et ça, on ne peut pas poser une question plus cruciale, plus fondamentale que celle-là. Et cette question, au demeurant, est sous-jacente à toutes les questions sécuritaires. On ne peut pas régler le problème de la sécurité en Afrique de l'Ouest et dans le Sahara ou dans le Sahel, comme ils le disent, si les gens n'ont pas de quoi manger. C'est une utopie. C'est une utopie que de croire que on va discuter. L'histoire de l'ambassadeur d'Ukraine, sa page, mais vous vous réveillez, vous dites aux gosses là que vous ne devez pas aller en Ukraine. En contrepartie, vous dites, vous faites quoi? Mais ça, que vous défoulez d'arrêt du taxo. Ce n'est pas crédible. Mais justement, est-ce que le fait que l'ambassade d'Ukraine demande dans sa page Facebook que des gens qui sont prêts à aller combattre, qu'ils viennent se faire inscrire, et ça ne traduit pas en désarroi d'une jeunesse qui n'a pas de travail, qui quitte à mourir en Ukraine, vous voudrez partir quand même? Mais c'est quand même un peu triste, en tout cas en ce qui me concerne, le constat que je fais, 60% oubliés. Des gens qui sont là, qui sont à l'Afrique, normalement c'est ça votre force, que ce soit économique, politique et tout ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas les laisser pour compte. Maintenant, on peut citer les mots, que ce soit l'éducation, que ce soit la santé, l'alphabétisation, les daras, mais tout ça, on cherche des pisanés. À un moment donné, c'est vrai, il y a un certain nombre de slogans, bon, encore une fois, nous sommes extrêmement forts quand il s'agit de déclamer des slogans, quand il s'agit de répéter, comme des perroquets, un certain nombre de choses qu'on nous apprend ailleurs. Il y a un certain nombre de pratiques que nous avions, qui sont là, au Fouta, jusqu'en Casamance. Ces gens-là, c'est ce que nous avons comme force motrice de notre développement. Qu'est-ce qu'on va en faire? Le fait d'être ensemble au Sénégal, de vivre ensemble, devait obliger ceux qui concourent au suffrage des Sénégalais à dire comment vous allez faire pour résoudre nos problèmes. Vous ne pouvez pas résoudre tous nos problèmes, mais cette équation qui est de la souveraineté et de la sécurité alimentaire, sans laquelle il n'est pas possible de vivre ensemble, sans laquelle, évidemment, ces gosses vont aller chercher un mieux-être ailleurs, quitte à braver les océans, quitte à mourir dans les océans, quitte à aller dans une guerre, ils ne comprennent ni les tenants ni les aboutissants, mais ce n'est pas leur problème. Il y a un espoir de mieux-être qui est extrêmement mince, je suis d'accord avec vous, mais qu'est-ce qu'on propose à côté? On peut, attention, je ne fais pas l'apologie de ce que son excellence l'ambassadeur d'Ukraine a fait. Non, il est illégal de le faire dans un pays comme le nôtre. Mais une fois que ça c'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas rester à le constater simplement et à penser que à attendre une opération du Saint-Esprit pour que ça se règle. Aide-toi et le ciel t'aidera. C'est la grosse inquiétude que beaucoup d'observateurs ont. Les choses continuent. La guerre peut encore durer davantage au niveau de la Russie et de l'Ukraine. Entre-temps, qu'est-ce qui est fait pour que les produits qui augmentent, pétroliers, les produits gaziers, à la pompe, le blé qui va augmenter, parce que même si le Sénégal n'est pas un gros consommateur de blé, c'est quand même, le pain fait partie des mœurs de beaucoup de Sénégalais. Et au moment où les prix vont augmenter, qu'est-ce qu'il faut faire sur le marché qui est déjà surchauffé? Oui, déjà un marché qui subit des tensions très difficiles depuis la Covid. Il y a eu une sorte de petite récession, ça c'est clair. Alors que tu as un potentiel avec des céréales, le mil, le sorgho, le niébé, le fognon.
Tout à fait. Nous avons la possibilité de développer une pluralité de spéculations céréalières qui auraient pu régler le problème. Mais pour ça, il ne faut pas attendre même que des événements de cette nature interviennent. De toute façon, avec la Covid, nous avions tous compris qu'il faut des circuits courts, qu'on ne peut plus dépendre de 10 000 km pour se nourrir. Ça n'a aucun sens. Alors qu'on a le potentiel pour le faire. Je pense que ces deux événements combinés devraient nous faire réfléchir et d'arriver aujourd'hui à avoir une politique agricole digne de l'Afrique, qui dépasserait, comme il l'a souligné Abdou Aziz, seulement le contexte de nos États, mais qui serait une politique africaine. Et pour ça, cette conscience africaine-là, à mon avis, n'est pas encore établie. Même l'Afrique du Nord pensait être à l'écart de nos problèmes d'alimentation. Mais ce qui m'inquiète, moi, c'est qu'on n'a pas une constance dans les slogans qu'on déclame. En 2012, on avait parlé de l'autosuffisance en riz, 1 million de tonnes de riz paddy. Mais est-ce que cet objectif a été évalué? Pourquoi on ne l'a pas atteint? Qu'est-ce qu'on doit faire pour l'atteindre? C'est ça souvent qui nous manque. Nous n'avons même pas besoin de ces chocs, mais nous devons avoir nos ambitions. C'est vrai que quelqu'un de très célèbre dit que l'Afrique n'a pas à rattraper personne, mais nous avons à être une Afrique forte. Parce que sans une Afrique forte, les autres vont essayer d'être forts. Et c'est ça notre problème souvent. Nous ne mettons pas en avant nos intérêts. On a l'impression que ceux qui nous dirigent se préoccupent seulement d'un mandat ou bien de leur cercle de chefs d'État, alors qu'on doit aller plus loin. Les gens doivent avoir de l'ambition. Ce n'est pas un problème d'infrastructure. Abdou Aziz est un polytechnicien. Il sait qu'il n'y a rien de plus facile si on a de l'argent. Nous avons les compétences. Nous formons des polytechniciens depuis 1978. Ce n'est pas ça le problème. On veut avoir une vision politique qui nous garantisse une souveraineté alimentaire, des emplois, une éducation par rapport à nos besoins. Et ça manque. Tout à l'heure, avant de rentrer, nous avons réfléchi avec Abdou Aziz sur quel est le profil de formation qu'on doit avoir pour nos enfants. Est-ce que c'est toujours les former en lettres, en sciences économiques? Non. Peut-être qu'il faut revoir notre système de formation. Il faut aller vers des filières courtes qui garantissent la souveraineté, non seulement alimentaire, mais financière. Aujourd'hui, avec 3 hectares de mangue, on vit mieux qu'avec un salaire d'enseignant volontaire. C'est clair. Mais pourquoi nous ne pouvons pas faire cette rupture? C'est justement ces ruptures fortes qui manquent. On a tendance que dans tous les pays d'Afrique au sud du Sahara, on a tendance à faire avec des gens qui viennent s'installer ce qu'on faisait jusque-là. Et ça, si nous ne vivons pas cette rupture, nous allons avoir des problèmes avec nos jeunes. Ils ne vont pas nous laisser comme ça, continuer comme si c'était. Nous avions peut-être la chance d'être dans des cadres où il y avait moins de monde, les villes étaient moins occupées, le foncier était plus accessible. Ce ne sera plus le cas. Il faut nous occuper de cette jeunesse et il faut anticiper. Vous avez raison, Alsan. Ce n'est pas un problème de réponse à des chocs. C'est que nous devons avoir des politiques pour régler le b.a.-ba. L'une des rares mesures que j'ai saluées au cours des 20 dernières années, c'est le fait d'interdire les importations de volailles et de dire que nous allons en produire. Ça, c'était une mesure courageuse. Ça a permis de créer une filière. Exact. Mais voilà, nous n'avions pas anticipé sur toute la chaîne de valeur. Exact. On a vu que dès qu'on a augmenté le prix du blé et que la nourriture de base de la volaille, on est complètement tombé. Mais c'est inadmissible. Justement, Abdelaziz, est-ce qu'on est à l'abri des émeutes de la faim? Non, pas du tout. Pas du tout. Bon, peut-être que comme on est un pays avec beaucoup de walious qui sont couchés ici, nous sommes protégés. Mais bon, peut-être les tout couleurs sont plus compétents que moi sur ce type de questions. Mais de manière triviale, ce qui arrive à nos voisins, je ne vois pas pourquoi nous considérons que nous sommes exemptés à part cette question. Mais ce monsieur a abordé un certain nombre de questions. On fait quelque chose, mais on le fait de manière... On dirait qu'on s'arrête à la première lettre du premier chapitre du livre. Après, on va raconter l'histoire. C'est un peu compliqué. Si on prend de manière concrète l'exemple de la filière avicole, il faut encore saluer le président Blaise qui avait décidé d'autorité, contrairement aux avis des bien-pensants, des techniciens comme moi, qu'il va interdire l'importation de la volaille, contraire aux règles du commerce et tout ce que tu veux. Mais les règles du commerce ne sont pas à notre avantage. Les discussions sur le round de Doha sont encore en cours.
toutes ces agricultures modernes sont subventionnées à notre détriment. Après, on nous parle d'appuyer, on nous parle de choses. Oui, mais on sait que de toute façon, le jeu ne sera jamais équitable. Il faut être d'une naïveté charmante pour penser que ces gens-là vont penser à notre développement. Nous maintenir dans le sous-développement et dans l'intérêt de leur économie. Et c'est dans leur intérêt et c'est ce qu'ils feront. En nous faisant croire tout ce que vous voulez, en nous posant... Leur intérêt, c'est que nous soyons dépendants. Mais quand on a déclamé cette politique, 60% du coût du prix de revient de production d'un poulet, c'est l'alimentation. Mais ça veut dire que vous n'êtes... Si l'alimentation bouge de 20 ou 30%, vous n'avez plus le même prix de revient, vous ne pouvez plus vendre. Et c'est quoi? C'est du maïs. Aujourd'hui, voilà, la guerre en Ukraine repose la même problématique. Mais cette fois-ci, on n'a pas anticipé et forcément, vous encaisserez le choc. Vous ne pouvez pas faire autrement. La demande sur le marché mondial étant ce qu'elle est, l'offre va être réduite. C'est mécanique. Donc on peut s'attendre à l'augmentation du prix du poulet. Tout va augmenter. Toutes les denrées de base vont augmenter. C'est une ironie du sort parce qu'il y a quelques semaines, le président de la République avait tenté d'être un peu interventionniste pour réduire cette inflation sur les prix. Malheureusement, il va se faire rattraper par la patrouille parce que ce n'est pas des interventions mécaniques. C'est tout à son honneur d'essayer de faire en sorte que le panier de la ménagère soit maintenu, soit contenu dans un certain nombre de limites. Mais le Sénégal n'a pas cette capacité d'intervention. Il serait utopique de croire qu'il peut le faire sur une durée, sur du sucre, sur un certain nombre de choses. Sur les mais pendant la pandémie, il y a eu quand même 1000 milliards qui ont été mis sur la place. On a l'impression que cet argent, les gens l'ont consommé, voilà, oui, c'est fini. Il n'y a pas eu d'investissement dans cet argent. Ce sont des dépenses. Ce sont des dépenses. Et justement, c'est ça qui est un peu dramatique. C'est-à-dire que oui, nous, les pauvres Gorgorlou, nous avons contribué à sortir 1000 milliards sur une période de temps extrêmement courte, ce qui nous a valu une décroissance de plus de 6%. Et après, on est là en train d'en reparler le 13 mars 2022. C'était l'année dernière. On en a parlé ici, autour de cette table. Et on en reparle un an après, presque jour pour jour. Ça veut dire que nous n'avons pas pris les bonnes décisions. Loin de moi toute idée polémique, politique ou partisane. Mais ce sont des réalités. Il y a prééminence de la réalité sur l'apparence, comme disent les juristes américains. Nous avons dépensé dans la force Covid 1000 milliards. Qu'est-ce qui a été fait pour que si la pandémie ou quelque chose, un autre choc exogène arrive, que nous n'ayons pas encore besoin de 1000 milliards? La réponse est rien. Et ce qui fait que oui, on va avoir encore besoin. Est-ce que c'est 1000 milliards? Est-ce que c'est 500 milliards? Et c'est 2000 milliards? Et je ne pense pas que nous les ayons. Donc, nous serons dans un schéma où le choc va être encaissé par les populations et parmi lesquelles les plus pauvres, malheureusement. Mais est-ce que l'une des solutions, ce n'est pas une politique volontariste de l'État d'aménager des terres, de les mettre en condition, amener les jeunes, les faire travailler, les mettre dans des conditions pour qu'ils puissent produire? Puisqu'au Sénégal, le problème fondamental, c'est que les jeunes aussi peu entreprennent, surtout dans l'agriculture. Mais si l'État aménage des vastes étendues de terre, amène les tracteurs, amène tout ce qu'il faut, organise les jeunes en coopérative. Même pas, même en acteur privé, c'est possible. On aurait pu... Si le privé ne le fait pas, l'État doit le faire. C'est une question de sécurité alimentaire, oui, déjà, de sécurité du pays. Il faut les former, les jeunes. Il faut les former. Aujourd'hui, il y a un potentiel énorme en termes d'agroécologie, en termes d'agro-business. Il faut les former, il faut les encadrer. Au lieu de prêter de l'argent aux jeunes pour développer parfois des services qui n'ont pas un impact en termes de génération de revenus, aujourd'hui, le potentiel agricole, il est immense. Mais pour ça, il ne suffit pas seulement de produire, il faut transformer et il faut vendre. Et c'est toute la chaîne de valeur qu'il faut réoccuper aujourd'hui. Même on a parlé du succès du niébé qu'on doit seulement peut-être à la gourmandise des Sérères. Mais il n'y a rien qui est fait pour soutenir la filière. Mais le niébé, on peut l'exporter dans la sous-région. Au Togo, au Bénin, dans tous les plats qu'on mange là-bas, il y a le niébé fait partie de l'aliment de base. Si on avait des industries dans des zones de production, on pourrait faire du niébé sous vide et le consommer frais toute l'année, comme on le fait avec le maïs. Donc je pense, à mon avis, qu'il faut agir sur toute la chaîne de valeur et avoir une vision, ne pas être dans la réponse de l'immédiateté. Dire que oui, il y a le Covid, on met 1000 milliards. Et ça me gêne souvent depuis quelque temps avec nos hommes politiques. Quand on pose un problème, ils disent oui, on a mis de l'argent. Mais ça ne règle pas le problème. Ce n'est pas parce qu'on a mis 1000 milliards ou bien on a donné 50 milliards aux footballeurs. Non, ce n'est pas un problème de montant à allouer. C'est un problème de politique, de stratégie.
Et là, malheureusement, cela pêche. Moi, je suis tout à fait étonné que tout le tapage qu'on a fait sur le riz, qu'il y ait aucun suivi. Aujourd'hui, on ne parle même plus des objectifs qu'on s'était fixés. Est-ce qu'on les a atteints? Alors qu'il n'y a rien de plus facile aujourd'hui pour la souveraineté alimentaire des populations, c'est de produire du riz, de produire des céréales, de produire du niébé, de produire des poulets. Parce que le poisson, je regrette, si on ne développe pas, oui, on va avoir des problèmes. Exact. Parce que nous avons vendu beaucoup de licences. Et la farine de poisson, comme il l'a dit, qui rentre dans la nourriture de la volaille, nous ne la contrôlons plus. Exact. Alors qu'il n'y a rien de plus facile que de produire la farine de poisson. Ça, c'est des choses sur lesquelles nous devons travailler impérativement. Bientôt, nous allons vivre la transition alimentaire des pays développés. Nous n'aurons plus de poisson. Le poisson, il est déjà très cher. Et les personnes les plus vulnérables vont se rabattre sur le poulet qui doit être peut-être les protéines les plus accessibles. Exact. Mais si nous vivons, après avoir eu 10 ans de succès, encore des problèmes avec le poulet, nous allons aller vers là. Mais il y a déjà l'importation de poissons. Le Sénégal importe des fois des poissons qui viennent de Chine, du Brésil et de l'Inde. Oui, les poissons élevés. Avec les caisses qu'on vend dessus. Poissons élevés. Et il y a les Coréens qui vendent des poissons importés dans certains quartiers de Dakar. Tout à fait. Mais c'est lié à un problème d'offre aussi. Nous avons tous qu'il n'y a plus de poissons. Les pêcheurs, d'ailleurs, l'articulation entre la migration qu'on dit clandestine est fortement liée à la crise dans le secteur de la pêche. Vous tous, peut-être, vous connaissez les quartiers de Gendar, même si d'apparence, on pense que les gens étaient pauvres, les gens étaient riches. Dans les villages lébous, les gens étaient riches, ils mangeaient à leur faim et ils mangeaient très bien. C'est quand il y a eu des difficultés dans ce secteur qu'ils ont commencé à encadrer les gens pour les amener en Espagne. Parce que de toute façon, les pêcheurs sont allés chercher le poisson jusqu'en Sierra Leone. C'était presque la distance pour aller en Espagne. C'est plus facile. Donc, il y a la question alimentaire, elle est fondamentale. Si on n'y réfléchit pas, ça va nous rattraper. Et nous avons tout le potentiel. C'est ça le grand paradoxe. Nous avons, il l'a dit Abdou Aziz, 240 000 hectares dans la vallée du fleuve Sénégal. Nous n'exploitons peut-être au mieux que 40 000. Exact. Il faut qu'on y pense. Il faut déjà qu'on développe même des spéculations comme le blé. À l'état expérimental, on a eu quelques résultats. Exact. Mais il y a un problème d'articulation entre la recherche et la production. Mais nous devons produire, nous devons transformer et nous devons vendre. Et il y a un marché pour ça. Et Aziz a raison, on ne peut plus penser les choses à l'échelle du Sénégal. On doit pencher le marché à l'échelle de l'Afrique. Exact. Il faut qu'on pense à l'échelle de l'Afrique. Nous n'avons que 3% du commerce. Nous ne représentons que 3% des échanges mondiaux. Mais ces 3%, une fois qu'on a des problèmes avec les armateurs qui ont commencé à dire, voilà, on ne va plus aller en Russie, c'est le boycott, on va avoir des problèmes, nous. Il faut que l'Afrique, surtout les institutions africaines, comme la Commission africaine, doivent travailler avec le secteur privé en bonne intelligence pour que nous ayons un armateur qui va à New York, qui est en face de chez nous. Mais on est obligé d'aller jusqu'à Anvers ou à Rotterdam et de redescendre. Traverser. Mais tout cela, ça se répercute sur les coûts. Exactement. Je suis allé au supermarché hier, mais j'ai vu que... Les prix ont augmenté. Oui, les prix ont augmenté, surtout en ce qui concerne les pâtes alimentaires. Dans les Auchan, oui. C'est ici peut-être la nourriture des classes moyennes, mais en Europe, c'est la nourriture des pauvres. Exact. Nous allons vers... Ça a augmenté, ça a augmenté de 100 ou 120 francs déjà. Dans certains Auchan, oui. Dans les Auchan. Vous voyez, donc s'il y a cette répercussion automatique, ça veut dire que dans quelques temps, ça va être une répercussion encore plus grande et va couvrir des produits beaucoup plus importants et va hypothéquer un peu la sécurité alimentaire de nos populations. Mais je pense qu'on doit réfléchir, comme vous l'avez dit, sur l'aménagement de ces zones agricoles. Nous avons un potentiel de terre extrêmement important. Les autres n'en ont plus. Les autres n'en ont plus. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que l'État du Sénégal a mis en place un plan d'aménagement des territoires. Ils ont le plan qui montre toutes les potentialités du pays. Partout au Sénégal, on doit investir, on doit mettre, ils ont le plan sous les yeux. Mais c'est du papier. Oui, mais c'est un problème. On a réfléchi sur toutes les richesses du Sénégal, de Ziguinchor jusqu'à Bakel, tout ce qu'il faut faire. C'est dans le plan. Non, Ils l'ont sur la table, le plan. Non, j'ai eu la chance de lire le premier plan de développement économique du Sénégal de Mamadou Dia, c'est ça? Mamadou Dia. Mais on est le centre d'expansion rurale, qui ont travaillé beaucoup à encadrer la réflexion qui a produit ce plan, mais on est obligé de tomber à genoux. Tellement c'est bien fait. Nous ne serions pas capables, aujourd'hui en 2022, en toute honnêteté, de reproduire la même chose
avec les conditions dans lesquelles Mais ils ont un nouveau plan. Il y a un nouveau plan qui est là, fait par la Ce plan de 1960, on ne l'a pas fait. À l'époque, c'était des plans triennaux. Ensuite, on est quadriennaux, quinquennaux. Mais c'est des termes, c'est du vocabulaire. Ça s'arrête au vocabulaire et au papier. Ça ne peut pas développer mon parent de Nguyen. C'est impossible. Au-delà de l'aspect, on est capable, on est en termes de production intellectuelle, bon, je pense qu'on n'a plus à rougir. Cheikh Anta a montré que, professeur Cheikh Anta Diop, pardon, a montré que vraiment, nous ne sommes pas à la traîne. Pour moi, ça c'est réglé. Mais on a quoi? Un problème d'action? C'est l'action qui pose problème dans ce pays? Justement, je pense que le fait de passer à la théorie, à l'action. On se complaît à la contemplation, à déclamer quelque chose, comme quand nous appelons... Est-ce qu'il n'y a pas un problème psychologique alors, à ce niveau bien précis? Non, psychologiquement, de passer de l'action, de la théorie à l'action. Il n'y a pas un problème psychologique qu'il faut régler là? Bon, quelque part, je considère que c'est un manque de sérieux de nos autorités. C'est pas de la provocation, c'est un constat. Mais ce n'est pas seulement les autorités, c'est partout au Sénégal. Non. Il y a beaucoup de gens, ils ont du mal à passer de la théorie à l'action. Non, moi j'ai la chance ou la malchance d'avoir peut-être fait le tour du Sénégal plusieurs fois dans le cadre de mes fonctions. Mais on est obligé de louer l'ingéniosité de ces populations. Les trésors d'imagination qu'ils développent pour de la survie. Uniquement des fois c'est pour avoir de l'eau à boire. Mais quand on essaie de produire, aujourd'hui, prenons un exemple concret. Nous sommes dans un pays sahélien. Nous avons 3 mois d'hivernage. Ça peut être un problème si on se compare aux pays forestiers. Ça peut être un avantage parce que nous sommes capables de produire la presque totalité des légumes. Et nous avons une frange côtière battue par les Alizés. Nous pouvons produire les légumes tempérés. Nous pouvons mettre sur le marché européen 4 heures de vol. Nous sommes à 4 heures de vol de Rungis. Nous pouvons mettre sur le marché européen plus de produits que Las Palmas, les îles Canaries réunies. C'est quand même un tout petit pays. Ils sont plus petits que le territoire de Dakar. Pourquoi on n'y va pas? Moi, c'est ça ma question. Si vous regardez ce qui se passe sur le plan agricole, les agro... Mais vous verrez que c'est occupé par des entreprises étrangères. 92% de nos recettes d'exportation agricole sont le fait d'entreprises étrangères. Dans les 8%, on appelle autres, si vous regardez la liste, il y a encore 90%. Donc, nous faisons peut-être 0, quelque chose pour cent des exportations. Ce monsieur a parlé des mangues. Qu'est-ce qui a été fait là-dedans? Mais la mangue est connue au Sénégal. La mangue du Sénégal est connue. L'origine Sénégal est connue dans le monde entier. Mais qu'est-ce qui a été fait? Si un toubab ne descend pas ici pour aller faire ça, si tu essayes de le faire, essaye à Canel, tu verras, et tu veux 100 hectares parce que tu peux faire... Mais ça va être une levée de bouclier. À qui a-t-on donné 10 000 hectares à Dodel? C'est ni à toi ni à moi. Quels sont les avantages qui ont été donnés à la compagnie sucrière? Je ne suis pas dans la complainte. Oui. On peut critiquer. Dans le constat. Quand moi je veux faire quelque chose à Nguyen ou à Ndieman pour mes petits neveux et nièces sérères, mais c'est plus qu'un parcours du combattant. Et je sais de quoi je parle puisque je suis un ancien militaire. Mais c'est 10 fois plus dur. À un moment donné, on lâche en cours. La guerre en Ukraine va poser le problème on parle de souveraineté alimentaire. Le pendant, c'est la souveraineté énergétique. Et aujourd'hui, c'est comme si on le découvrait, que nous sommes dépendants de tout ça. C'est comme si on venait de se réveiller après, comme dans la sourate Kahfi, les gens ont dormi 313 ans et puis ils viennent de se réveiller. Mais pourtant c'est pas nouveau. Pourtant, sur le plan international, les gens disent que l'immense champ gazier du GTA place le Sénégal, la Mauritanie, parmi les grands producteurs africains de gaz. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, GTA, on est à 62% des travaux, donc ils sont en phase de développement. Est-ce que l'accélération justement de ces travaux peut aujourd'hui, quelque part, permettre au Sénégal d'avoir une bouffée d'oxygène? Non, c'est pas... il y a une usine pour le traitement du GPL. Non, c'est pas des... Justement, ce qui est dérangeant, c'est quand on est en réaction. Il y a une guerre, on va pousser sur GTA, sur BP pour faire... C'est contre-productif à terme. Dans le court terme, oui, à terme, c'est contre-productif. Qu'est-ce que le Maroc a fait pour booster son agriculture? C'est un pays quasi désertique. Aujourd'hui, les Marocains exportent des fruits et légumes au Sénégal. Israël. Qu'est-ce qu'ils ont? L'Israël, ils vont chercher l'eau à 800 mètres de l'eau saumâtre. Ils sont obligés d'inventer des variétés de tomates pour satisfaire la qualité de l'eau qu'ils ont. Ils vont broyer les montagnes pour produire du sable.
Chez toi, du sable, il y en a. De l'eau, il y en a. Du soleil, il y en a. C'est les 3 critères pour faire de l'agriculture. Écologique, biologique, tout ce que vous voulez. Le réacteur biologique fonctionne avec ces 3 éléments. Sable, eau et soleil. Et ça, on en a. Quand nous faisons des cours, bon, lui c'est un professeur, vous enseignez comment on dimensionne l'énergie solaire. On vous dit 6 heures d'ensoleillement. Oui, quand tu es au fin fond du Danemark ou Allemagne, mais qu'est-ce que les Allemands ont fait? Et aujourd'hui, les Marocains ont subventionné l'énergie solaire. Peut-être qu'ils ont un roi, il peut décider sans machin. Mais même si on n'a pas un roi, on doit voir quel est notre intérêt. Si vous subventionnez 80% du coût des panneaux solaires, mais tous tes parents du Fouta n'auront plus besoin que tu envoies par Wave ou par Orange Money quelque chose pour acheter du riz. Et ils vont mettre les panneaux solaires sur leur charrette, ils vont mettre ça, ils vont perdre un peu de patate. Si l'eau passe là-bas, elle finit en mer. Mais qu'est-ce qu'on fait pour que quelqu'un puisse prendre un peu d'eau, mettre ça sur le sol, laisser l'herbe croître et puis que ces troupeaux puissent manger un peu? Il ne s'agit pas de faire des choses extraordinaires. Non. La plupart du temps, il faut une vision, des stratégies et de petits programmes adaptés au contexte de Kanel qui n'est pas le même que le contexte de Bakel qui n'est pas le même. Mais partout, on doit pouvoir identifier que ça, on peut le faire. Définir une politique qui permette de dire, nous maîtrisons l'eau. Les grands aménagements, la politique des grands aménagements, c'est de notre temps. Mais aujourd'hui, les petits aménagements, le petit puits, la pointe filtrante qui fait 12 mètres, faire un petit truc de 1 demi-hectare, avoir un peu de culture foragère, comme me disait un de mes parents sérères, quand je lui ai expliqué le principe des cultures foragères avec une petite pompe solaire, il a considéré que, mais toi, tu n'as rien inventé, tu ne fais que tricher Dieu, tu fais de l'hivernage tout le temps. Parce que s'il y a de l'eau et qu'il y a de l'herbe, la vache ne va même pas tomber malade. C'est ce qu'il dit. Mais ça, c'est pas difficile à faire. Comment faire en sorte qu'un dirigeant doit se réveiller un matin pour dire que nous devons être autosuffisants en moutons de Tabaski? C'est une question de souveraineté. La frontière est fermée pour le Mali. Maintenant, c'est comme si on vient de découvrir. C'est dans 2 mois, la Tabaski. C'est comme si on vient de découvrir qu'on dépendait des Maliens. Chaque fois, comme on disait tout à l'heure, chaque année, le ministre chargé de l'élevage parade à travers les darals improvisés, c'est un peu n'importe comment de quoi sur le plan urbain. C'est vraiment, c'est triste à voir, mais c'est comme si on est à la parade et on est content de dire que les marchés sont bien approvisionnés. Cette année, les marchés sont bien approvisionnés. Il y aura... Même la phrase ne change pas. D'année en année, personne ne fait l'effort de changer les mots de place. Même ça, tout le monde s'en fout. Mais à un moment donné, oui, mais l'élevage urbain, tout le monde le voit. Que ce soit des ladou, harouna, tout. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on peut... Il y a des chercheurs, c'est des universitaires, ils peuvent nous proposer quelque chose. Mais rien. L'aviculture urbaine, tout ce que je dis a déjà été dit, écrit. Les résultats de recherche, quand vous regardez ce qui a été fait à l'IRD, etc., sur le niébé, Seyni Kounché disait que c'est la viande du pauvre. Si on regarde la qualité des protéines qu'il y a dedans, mais Seyni Kounché, ça fait quand même un peu longtemps. Peut-être que les jeunes savent du xam mooy kan. Ancien président du Niger, pour vous. Mais il l'appelait le niébé la viande du pauvre. Mais regardez ce qu'il y a dedans. Mais on est là. Quelle est la filière qu'est-ce qui a été fait dans cette filière? Rien. Les Seken et les Diawen, comprenant que le Ndambela, ça, non seulement ça calme, mais c'est nourrissant, mais on envahit le marché. Après, effectivement, il n'y a plus de niébé. Il est plus rentable aujourd'hui de produire du niébé que de produire du mil. C'est 0,5 tonnes à l'hectare. Tu vends ça à 100 francs le kilo. C'est 50 000 francs. Ta perspective de chiffre d'affaires, si tu fais 1 hectare de mil, non, donc ça, tu réserves ça. Les Sérères, quand ils font ça, c'est pour manger. Il n'y a pas de transaction sur le mil, parce que c'est une culture vivrière. Les cultures de rente ne sont plus ce qu'elles étaient. La filière huile va se déliter. L'État annonce pompeusement mettre 70 milliards de nos pauvres francs dans la campagne agricole. Si tu regardes, 40 milliards, c'est pour les engrais. Cette année, quand j'ai eu besoin d'engrais, on dit 1 sac par personne. Ça ne sert à rien de le mettre. Et puis encore, ça coûte 18 000. C'est 1 sac par personne, c'est 18 000. Mais on dit que c'est subventionné. Oui, mais c'est-à-dire que c'est de la blague. Je pense que, honnêtement, ce que je pense, et à mon corps défendant, c'est que nous ne sommes pas sérieux. Et en ce moment, il y a le Duny Diapalé. Il faut que nous fassions de l'introspection
xam ne lii ak lii ak lii quand on regarde notre sociologie sëriñ yi fii wax yëpp kenn ku nekk da daan bay di dundee est-ce que toppan nañ leen sëriñ tu peux les citer un à un mu wax la kenn ku nekk fu toolam nekkoon mais nous on est là on attend que ça se passe mais pourquoi ça devrait se passer dañuy toog di xaar mu ñëw mais ku nekk sa biir kër quelqu'un qui est chez toi et qui ne fait rien mais on le traite de yafous mais c'est pas bien vu mais nous collectivement nous attendons donc nous sommes collectivement yafous on attend que ça se passe mais ça ne se passera jamais c'est pas une question de politique les définitions nos amis burkinabés et autres là disent que non si tu veux étudier faut pas étudier faut aller chez les Sénégalais là eux là les Gorgui là eux ils ont tout étudié tu sors le tiroir tu remplaces Dakar par Ouagadougou et ça marche faut même pas réfléchir tu fais recherche remplacement dans Word là et ça va marcher et malheureusement ça marche et nous on se complaît dans le fait qu'on a fait ci on a fait ça on se gargarise de choses combien de gens nous venons tous des terroirs de l'intérieur ñaata ñoo am tool fa ñu jóge ñaata ñoo fa saxal fukki garabu mango je dis 10 mais est-ce que c'est quelque chose de valorisé de primé que oui toi tu viens de Kanel tu es fier d'abord dans ton CV ou quelque part dans ton bureau d'afficher ton poulailler ou etc. Ça fait pas partie de nos critères de réussite. Ça fait pas partie de li tax ñu lay may jabar. Ça fait pas partie. Au contraire, des fois c'est mieux de dire que je suis pas de Kanel parce que les autres là qui sont de Kanel, moi je suis de Kanel vont venir te fatiguer là en disant que bon. Je suis fier de Kanel là. Mais on peut malheureusement justement par rapport justement au prix qui va augmenter. Est-ce que le Sénégal peut faire face à la montée des prix des carburants, des hydrocarbures à travers le monde? D'autres disent que le Sénégal a un immense champ gazier qui le place peut-être parmi les plus grands producteurs africains de gaz avec la Mauritanie. Oui, mais ce n'est pas encore là. Le gaz n'est pas encore on est à 70% de mais la structure même des prix ici à la pompe est constituée de beaucoup de taxes. Peut-être en ce moment l'État va se priver de quelques taxes, mais obligatoirement les prix vont augmenter. Les prix des denrées vont augmenter, les prix des hydrocarbures vont augmenter. Aziz a raison. Les prix de manière générale du secteur énergétique vont flamber. Peut-être nous serons moins touchés que l'Égypte, qui consomme 150 kilos à 180 kilos per capita de pain par année. Mais nous allons être touchés, c'est clair. Heureusement que notre riz est quelque peu produit ici et dépend du marché asiatique. Mais n'oublions pas, il y aura des problèmes un renchérissement des coûts de transport. Ça va impacter sur les prix. Est-ce que ce n'est pas le moment où, comme le secteur privé sénégalais doit réinvestir les champs, faire du sorgho, du blé, du fognon, transformer sur place? Mais justement, on ne peut pas faire, il n'y a pas d'autre raccourci. Il faut qu'on produise et il faut qu'on transforme. Et pour ça, l'État a une lourde responsabilité. Au-delà des slogans, l'État doit mettre en place toute la structure d'accompagnement, toute la structure de facilitation, toute la structure. Wade aimait bien les slogans retour vers l'agriculture, etc. Mais il faut qu'on le traduise dans une certaine constance. Moi, j'aurais bien aimé que sur les 1 million de tonnes qu'on a déclamées pour le riz, mais qu'on nous dise pourquoi on ne l'a pas atteint et qu'on trouve les mesures correctives. La facture d'importation de riz au Sénégal par an, c'est 650 milliards. Ouais, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et jusqu'à présent, nous n'arrivons pas à rogner sur cette facture qui est aussi peut-être plus importante que la facture de pétrole. Exactement. Vous voyez, donc c'est énorme. La seule consolation, à chaque chose, les malheurs des uns peuvent faire le bonheur des autres. Peut-être quand nous serons producteurs, nous aussi, nous allons profiter de ce renchérissement des prix. Mais ce n'est pas seulement un problème de statut de producteur. Hein. On a vu. Les Émirats qu'on trouve actuellement, c'était 8 Émirats perdus dans cette zone, mais ils se sont réunis après la prière de Timis et on dit oui, nous allons faire ça, et ils l'ont fait. Dans le désert. Dans le désert, ils se sont réunis dans le désert, ils ont prié, après ils ont dit oui, nous sommes 8, vous êtes l'État le plus important, vous allez être la capitale Abu Dhabi, les autres vont suivre, et nous allons faire dans le deuxième émirat le plus important, une ville internationale. C'est comme ça que ça fonctionnait, tout part d'un rêve, mais il faut de la constance. Il faut continuer ce processus. Le Mali, aujourd'hui, ne sera jamais un État sûr si nous n'arrivons pas à l'arrimer avec le Sénégal, avec les autres pays pour constituer une Afrique forte. Ça, c'est clair. Et aujourd'hui, cette crise aura un impact certain
sur le repositionnement de l'Afrique du Nord en Afrique. Ils doivent savoir qu'ils font partie de l'Afrique. Et ils doivent travailler en conséquence pour cela. Il l'a dit, le Maroc produit les tomates qu'il nous envoie dans le sud, dans le sud du Maroc. Oui. Et pourtant, nous avons la capacité aujourd'hui de produire ce que nous voulons manger. C'est même pas de décider que vous allez manger ceci à la place du riz. Mais ce que nous voulons manger, nous pouvons le produire. Oui, mais vous parlez d'Afrique du Nord. Aujourd'hui, en Europe, on constate qu'il y a un repositionnement stratégique. Il y a tout le temps des réunions qui sont faites, des discussions entre les Européens pour voir avec la crise ukrainienne et russe qu'est-ce qu'il faut faire. Et en Afrique, où est l'Afrique dans tout ça? Est-ce qu'il y a eu des réunions de positionnement, de repositionnement par rapport à ce qui se passe aujourd'hui? L'Union africaine a condamné ça. Oui, non, je ne parle pas de condamner. Est-ce qu'il y a une réflexion qui est menée dans les officines, dans les think tanks africains, à l'Union africaine pour voir aujourd'hui par rapport à cette crise-là? Même le Népal est à l'arrêt. On ne voit plus, on n'entend plus, depuis le départ de Wade, on n'entend plus parler du Népal. Justement, la Commission de l'Union africaine devrait être un puissant instrument pour ça. Aujourd'hui, c'est pas la France qui va aller décider de qu'est-ce qu'on doit faire. Au contraire, la France s'est pavanée en disant oui, on nous a toujours pensé d'enfants gâtés pour l'Europe. Aujourd'hui, tout le monde est conscient qu'il faut une Europe forte. Autrement, Poutine va venir jusqu'aux portes de l'Europe occidentale, c'est clair. Il ne va pas s'arrêter. Et lorsqu'il s'alliera avec la Chine, c'est fini. Il va contrôler le monde. Mon inquiétude, c'est qu'au moment où les autres réfléchissent pour reconfigurer cette crise, ce monde qui va arriver, nous, on fait quoi? On ne fait pas encore grand-chose, mais si nous le faisons, si nous ne le faisons pas, nous allons disparaître. Il faut une conscience africaine aujourd'hui. Il faut une Afrique forte face aux autres blocs. Même si on ne se compare pas à eux, mais il faut qu'on ait notre voix. Ça, c'est clair. Y compris l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest. Il est ingénieur, il le sait. Aujourd'hui, si nous avions un corridor maritime, un corridor sahélien, on commencerait déjà par produire l'Afrique de l'Ouest. Mais l'Afrique de l'Ouest n'existe pas. C'est regrettable. Nous sommes à 1000 km à vol d'oiseau de Bamako. Mais combien de Sénégalais sont allés à Bamako? Si on avait un train rapide qui dessert Bamako, ce serait très facile. Aujourd'hui, de transporter le surplus céréalier, parce qu'ils ont du surplus pour le mil, et de l'amener ici. Aujourd'hui, il l'a dit, on ne peut plus se limiter à dire nous allons paître les troupeaux comme le faisaient nos grands-pères. Nous sommes capables de produire des cultures fourragères. Nous sommes capables aujourd'hui d'être un exportateur de viande halal au Canada, où il y a une population musulmane aux États-Unis qui augmente. Il faut qu'on se mette sur des stratégies et qu'on aille jusqu'au bout. C'est ce qu'on ne fait pas. C'est vrai que la durée du mandat est souvent très courte et qu'au bout de la deuxième année, on dit vous n'avez rien fait, il faut construire un stade. Non, ça c'est pas le développement, ça c'est de l'ingénierie. Ça, Abdou Aziz a formé déjà du monde qui peut le faire. C'est pas le problème. Il nous faut une vision africaine, vous avez raison. Notre marché est petit. Le près de 1 milliard d'Africains, c'est un marché. Commençons par nous-mêmes produire. Si la Russie a aujourd'hui cette capacité, c'est qu'il est le premier producteur de blé au monde. Il a un marché intérieur. Le premier exportateur. Même s'il est très arrimé au reste du marché mondial. Ce n'est pas un problème. Il peut régler ses problèmes. S'il règle les problèmes de l'Ukraine, de la Moldavie, de la Biélorussie, c'est déjà un sous-continent qui est en gestation. Et c'est ça qu'il a compris. Nous ne l'empêcherons pas de le faire parce que tout le monde a peur d'une guerre nucléaire. On peut se positionner sur le nucléaire. C'est déjà réglé. Nos enfants sont aussi doués sur le numérique que tous les enfants du monde. Il faudrait qu'on ait une stratégie africaine. Ça, on ne peut pas faire l'économie autour de ça. Nos États-là ne sont pas des États, ce sont des départements. Mais est-ce que vous êtes sûr... Je veux vous répondre à une question que tu ne m'as pas posée. Oui, allez-y. D'abord, c'est quoi l'opportunité de tout cela? Oui, c'est ça. De manière tout à fait, j'allais dire opportuniste pour froide, oui. Froide. Mais nous devons nous positionner. Aujourd'hui, avec le gaz, oui. La Russie va faire l'objet de sanctions économiques. Les Européens, de toute façon, à part crier comme des vierges effarouchées, ils vont essayer de bloquer un certain nombre de choses. Est-ce qu'à un moment donné, dans nos officines, chez les gens qui pensent, on ne peut pas regarder qu'est-ce que ça peut être pour nous? Ce Serigne a parlé des difficultés logistiques. Mais aujourd'hui, la Russie est une puissance logistique en termes de transport aérien, en termes de transport maritime. De toute façon, ils vont prendre le port d'Odessa, que ça nous plaise ou non. Ils ont déjà pris Mariupol. Mais qu'est-ce que ça va être pour nous? Une grosse partie de la Russie vit sous neige pendant 9 mois.
ils n'ont pas de pommes de terre, ils n'ont pas d'oignons, nos oignons pourrissent au Fouta. Est-ce que quelque chose ne peut pas être organisé? La neutralité du président est la bienvenue. Ni, comme disait le Yougoslave, ni ici, ni là. Mais on doit traduire ce ni par des opportunités dans les deux sens. Une opportunité d'aller conquérir des marchés, parce que ces marchés vont s'ouvrir. Il y aura un appel d'air. Il ne faut pas que nous laissions ça aux pays asiatiques et aux pays latino-américains. La Chine se positionne déjà. Il faut que le peu que nous pouvons faire, nous devons, même si c'est 2-3 conteneurs semaine de pommes de terre, nous sommes capables de produire de la pomme de terre. Nous sommes Avec capables l'un des rendements les plus élevés au monde. Mais si tu le fais, tu vas avoir un problème de mévente. C'est pourquoi, à un moment donné, tu réduis tes super. La patate douce, tous tes parents. Dans le Wallo, oui. Dans le Wallo. Et ça leur coûte presque. C'est des cultures de décrue. Ils mettent la bouture et ils attendent. À un moment donné, ils vont récolter de la patate. D'ailleurs, la variété la plus prisée s'appelle Fanaï. Mais qu'est-ce qu'il est possible de faire avec ça? Ça, c'est un. De l'autre côté, mais ce choc-là, est-ce que ça ne peut pas nous amener à dire, bon, là, on peut s'ouvrir vers l'extérieur, et là, on peut, en tout cas, j'aimais le souhait que nos dirigeants voient dans ça l'opportunité de raffirmer les relations avec le Mali. Sur l'Afrique, nous avons une obligation. Mais on ne peut pas se couper du Mali et espérer faire l'intégration africaine. C'est de la blague. Les Maliens, c'est nous. Nous, c'est les Maliens. Goïta ou je sais pas quoi là, ça c'est transitoire. C'est des gens qui ne sont que de passage. Le peuple malien et le peuple sénégalais, depuis la nuit des temps, vous pouvez regarder les manuels d'histoire, vous pouvez regarder les atlas géographiques, c'est le même peuple. Quand Bakary II a voulu faire la traversée de l'Atlantique, il est venu utiliser les moles mariniers, parce que c'est eux qui avaient la science pour naviguer avec les cours d'eau, pour pouvoir aller. Mais est-ce qu'on ne peut pas trouver des voies et moyens pour, en tout cas j'aimais le vœu, que nous essayons de trouver un terrain d'entente avec les Maliens pour dire que nous allons développer notre interland. Ce Soudan français, comme il l'appelait, la Fédération du Mali a existé. Donc nous avons des liens historiques, ataviques avec ce peuple et nous avons le même contexte agroécologique, climatique. Mais nous devons en profiter. Le temps que vous avez parti, malheureusement, terminé. Merci à Abdelaziz Gueye, analyste politique et ingénieur polytechnicien. Merci à Estelle Toutal, enseignant-chercheur à l'École supérieure de l'urbanisme, d'aménagement et d'architecture de l'Université Amadou Mahtar Mbow de Dakar. Merci aussi à Biran Sissé qui assure la technique. Bon dimanche à tous. Merci. Vous écoutez e-Radio 90.3, la première radio